Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque et le comité scientifique pour bien m'avoir invité pour ce colloque, où j'ai mon statut de chercheur autonome, que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé ce titre, je trouve, qui à la fois me donne du coup une plus grande liberté, puisque je suis autonome, mais aussi j'espère plus d'indulgence dans la mesure où je suis autonome également. Donc, quand le thème du colloque a été donné, j'ai essayé de penser comment aborder ce thème du cinéma de Marguerite Duras. Et en fait, ce qui était pour moi le point de départ de ma réflexion, c'était l'article de Laurent Mauvigné dans Le Monde des livres. Alors, je vais vous lire je vais faire cette citation. C'est: avec son entrée dans la Pléiade, l'œuvre de Marguerite Duras achève de devenir la littérature elle-même. Duras a toujours signé les mots qu'elle utilisait. Il suffit de l'entendre énoncer avec un ton si singulier une chanson d'Hervé Villard pour que, miracle de la transfiguration, celle-ci devienne un texte de Duras. Il y a un son, un ton, un enchantement du langage. Duras a volé les mots du dictionnaire, elle les a fait siens à ce point que, jetés sur le papier, ils donnent l'impression d'être durassiens. L'auteur de l'Amant a voulu s'approprier le monde et les choses, et parmi celles-ci, en premier lieu, les mots. Elle les a pris comme des objets usuels, elle en a fait des ready-made, elle a fait avec les mots ce que Marcel Duchamp avait fait avec une pissotière. Il suffit d'imaginer des phrases simples, banales, sans littérature, pourrait-on dire, pour qu'elle s'agrège aussitôt à son univers. Et donc ce paragraphe a eu de résonance pour moi parce que je pense que, encore plus que pour la littérature de Marguerite Duras, la référence à Duchamp pour le cinéma de Marguerite Duras est encore plus pertinente. Alors c'est ce que je vais essayer de vous présenter par mon propos. Donc dans un premier temps, essayer d'expliquer donc un peu comment était la pensée de Marcel Duchamp, très, très rapidement. Je ne suis pas un grand spécialiste, et voir quelle est la résonance en fait entre les deux œuvres, et qui sont ce qui est aussi déjà un premier parallèle, ce sont deux œuvres vie. Marcel Duchamp, on a parlé d'œuvre vie pour ce qu'il a fait, et Marguerite Duras aussi. Donc il y a déjà un parallèle par rapport à ça, par rapport à leur réflexion. Et puis dans un deuxième temps, je voudrais faire une illustration donc, de ce parallèle par des extraits tirés de Césarée, Les mains négatives et des Aurélia Steiner. Donc Marcel Duchamp, 1887-1968, qui est un artiste qui est né en France mais qui a vécu beaucoup entre la France et les États-Unis, a révolutionné le monde des arts plastiques en proposant ce qu'il a intitulé le ready-made. Sa première manifestation date de 1913. Il s'agit de la roue de bicyclette installée dans l'atelier parisien de Duchamp, sans autre prétention, semble-t-il, que d'y faire d'abord et avant tout acte de présence. Le porte-bouteille le rejoindra en 1914. Sa verbalisation en tant que construction sera consignée plus tard, en janvier 1916, dans une lettre adressée depuis New York à sa sœur Suzanne. Il y décrit précisément ce qui permet la simple transformation d'un artefact tout fait en un objet singulièrement déjà fait. Maintenant, tu es monté chez moi, tu as vu dans l'atelier une roue de bicyclette et un porte-bouteille. J'avais acheté cela comme une sculpture toute faite et j'ai une intention à partir de ce porte-bouteille. Écoute, ici à New York, j'ai acheté des objets dans le même goût et je les traite comme des ready-made. Tu sais assez d'anglais pour comprendre le sens de tout fait que je donne à ces objets. Je les signe et je leur donne une inscription en anglais. J'ai par exemple une grande pelle à neige sur laquelle j'ai inscrit en bas « In advance of a broken arm ». En avance du bras cassé. Signer l'objet de série, l'objet quelconque, et lui donner un titre non illustratif pour l'identifier en tant que ready-made, c'est bien évidemment l'extraire d'une accumulation de marchandises, le choisir pour le désigner à l'attention, le faire voir d'une certaine manière, le singulariser pour le traiter finalement comme une apparition. Cette démarche transforme donc totalement le rôle de l'artiste, qui n'est plus alors celui qui détient le savoir-faire, mais le savoir-voir. Cette transformation s'accompagne logiquement d'un nouveau rôle pour le spectateur, que Marcel Duchamp exprimera de la façon suivante. Somme toute, l'artiste n'est pas seul à accomplir l'acte de création, car le spectateur établit le contact de l'œuvre avec le monde extérieur
en déchiffrant et en interprétant ses qualifications profondes et par là ajoute sa propre contribution au processus créatif. Donc ça a été une révolution complète dans l'art contemporain, cette nouvelle affirmation du rôle du spectateur. Et donc depuis cette époque, on voit bien que ça a été, il y a avant et après cette affirmation du ready-made. Mais la réflexion de Marcel Duchamp ne s'est pas arrêtée uniquement. Donc ça, on voit que c'est dans les années 1910, donc ça va faire bientôt 100 ans. Et elle ne s'est pas arrêtée uniquement à la question du ready-made. Il est allé plus loin dans sa réflexion dans les années 30 pour aller sur la notion d'inframince. C'est là où j'en arrive à la notion d'inframince. L'inframince n'est pas un concept. C'est pour ça que ça me plaisait aussi d'en parler par rapport à Marguerite Duras, parce que ce n'est pas quelqu'un de concept, ni même une notion. C'est une suite d'exemples hétérogènes dont seul le vocable commun, lui-même pluriel, à la fois adjectif et substantif, et orthographié de différentes façons, assure une cohérence-incohérence fictive. De fait, il s'agit d'un corpus constitué de 46 notes énigmatiques qui ont été publiées par Paul Matisse dans ce petit livre, donc les notes de Marcel Duchamp. Et Marcel Duchamp, Paul Matisse les résume de manière suivante. Marcel Duchamp devait explorer le monde hallucif et éphémère de la limite extrême des choses, ce seuil fragile et ultime qui sépare la réalité de sa totale disparition. Donc l'inframince qualifie donc une distance ou une différence que vous ne pouvez pas percevoir, mais que vous pouvez seulement imaginer. Marcel Duchamp en parle ainsi. J'ai choisi exprès le mot mince, qui est un mot humain et affectif, et non une mesure précise de laboratoire. Le bruit ou la musique fait par un pantalon de velours côtelé, comme celui-ci, quand on le fait bouger, est lié au concept d'inframince. Le creux dans le papier, entre le recto et le verso d'une fille-feuille, également. Donc, en créant cette notion d'inframince, Marcel Duchamp s'engage encore plus avant que dans le ready-made dans l'étude des singularités formelles et des disruptions qu'elles produisent. Il pose alors les questions suivantes. Comment l'œuvre peut être là sans insister sur sa présence? Comment la disparition peut-elle devenir l'autre nom de la manifestation? Il transforme ainsi la ténuité extrême en un événement pour les sens et inversement l'événement en une apparition inframince. L'inframince sera le moyen d'inventer encore plus de singularité, de la produire et de la faire voir. Telle est la tâche de cet art à la saisie complexe, non immédiate et qui donne à penser, faire explicitement de l'exercice de la perception un véritable travail. Donc, pour ça, je me suis aussi beaucoup, pour ce travail, appuyé sur l'ouvrage de Thierry Davila, qui a paru en 2010 sur de l'inframince, donc Thierry Davila, qui est conservateur au musée d'art moderne et contemporain de Genève, donc, qui est sous-titré Brève histoire de l'imperceptible de Marcel Duchamp. Donc la recherche de l'inframince peut donc se résumer en une opération heuristique qui fait apparaître des choses inaperçues, qui ouvre le champ sensationnel à une autre expérience possible, à une autre qualité du réel. Cette recherche comporte donc une interrogation centrale, c'est comment construire des intensités par soustraction. Des zones exploratoires privilégiées qui sont par exemple la limite de l'apparition ou de la disparition, le bord de la distinction ou de l'indifférenciation, le seuil de la visibilité ou de l'absence, et des éléments privilégiés, des matières ou des états qui se prêtent particulièrement à celles-ci, comme le feu, l'air, la laine, la transparence. Donc, étant présenté tout ça, je pense qu'on trouve quand même maintenant pas mal de résonance par rapport au cinéma de Marguerite Duras. Donc c'est ce que je voulais présenter. Donc dans un premier temps, je trouve que la première similitude, enfin ce qui paraît le plus frappant, c'est vraiment l'interrogation exprimée par Marcel Duchamp et par Marguerite Duras sur le rôle du spectateur. Parce qu'effectivement, Marguerite Duras parle beaucoup du spectateur, donc Michel en a parlé, et elle explique elle-même que dans ce film, elle ne donne pas d'histoire ficelée au spectateur. C'est lui qui fait le film.
Et d'ailleurs, à ce titre, à propos du camion, Madeleine Borgomano nous exprimait de la manière suivante: au-delà des redoublements du film sur le film en train de se faire, Marguerite Duras invente et ose une sorte de film sans film, de film sur l'absence du film ou sur le refus d'un film. Le film fictif reste au niveau des images, totalement à inventer par son spectateur. Sans refuser l'image, le camion refuse en effet toute représentation. La perception du film par le spectateur et le travail nouveau que cette demande se trouve bien au cœur du cinéma durassien. Marguerite Duras l'exprime ainsi dans Les Yeux verts, et ce qui s'opère chez le spectateur, c'est quelque chose en lui qui s'ouvre et fait qu'il n'a pas à faire cet effort totalisateur qu'il fait devant le cinéma commercial, c'est-à-dire de faire coïncider l'image et la parole. Ici, dans mes films, il ne déchiffre pas, il se laisse faire, et cette ouverture qui se produit et lui fait place à quelque chose de nouveau dans le lien qui le lie au film et qui serait de l'ordre du désir. Donc il y a vraiment un travail du spectateur à faire, donc sur quelle demande qu'il fasse sur le travail sur son cinéma. Ça c'est un peu par rapport à ce rôle du spectateur. Et sur l'inframince, donc je trouve que là aussi on trouve beaucoup de pistes de réflexion. Donc la première par rapport à créer de l'intensité par soustraction. En fait, je trouve que si on voit un peu l'évolution du cinéma de Marguerite Duras, elle a parlé de faire du meurtre du cinéma. En fait, l'évolution c'est de la soustraction, puisque elle n'a pas aimé Modérate Cantabile parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop de psychologie dans le film qui en était rendu. Donc elle a voulu enlever la psychologie aux acteurs. Et donc on a India Song avec des acteurs, mais pas de psychologie. Après, elle va enlever les acteurs à India Song pour faire Son nom de Venise dans Calcutta Désert, où il n'y a plus qu'un décor. Donc après, elle va enlever le décor pour faire juste des plans de la Seine ou de la mer dans les Aurélia Steiner. Et après, elle va encore enlever les éléments pour arriver à l'écran noir de l'homme atlantique. Donc on est vraiment dans la soustraction, mais cette soustraction a certainement une volonté de créer plus d'intensité et pas d'essayer de tuer le cinéma. Enfin, moi, c'est ma vision. Et puis il y a une recherche de la ténuité extrême, donc, qui est le cœur de l'inframince. Je trouvais deux citations de Marguerite Duras qui étaient très intéressantes par rapport à ça. L'une dans les lieux de MD. Dans mon cinéma, bien sûr, écrit Marguerite Duras, je ne fais aucun mouvement. Je voudrais reprendre le cinéma à zéro, dans une grammaire très primitive, très simple, très primaire presque. Ne pas bouger, tout recommencer. Et l'autre, extraite des Parleuses. Dès lors, la durée, la lenteur sont des conditions essentielles pour s'installer dans l'image, habiter le récit. Elle est la condition de l'entrée du spectateur dans le film, de l'intégration du spectateur. Là aussi, on est encore dans le travail du spectateur. Donc, en illustration sur l'inframince, j'aurais voulu vous montrer quelques extraits de ce que j'ai trouvé dans Césarée, Les mains négatives et Aurélia Steiner. Et je pense que c'est bien ce qui m'a frappé de faire ce parallèle du chant Duras aussi par rapport à ces films, parce que ce qui m'a frappé, c'est que le point de départ pour ces trois films, en fait, sont des émotions plastiques de Marguerite Duras. On est dans le domaine du plastique, puisque Césarée, donc elle l'explique dans l'entretien avec Dominique Noguez, ce qui l'a frappé, ce sont les collines bleues de marbre de Césarée. Elle explique qu'elle avait raté son avion en Israël et qu'elle a redemandé à revoir, c'est les colonnes bleues. Et c'est à partir des colonnes bleues qu'elle a bâti Césarée. Les mains négatives partent de Mains négatives, qui est la première représentation de l'art humain, puisque c'est l'art rupestre, et donc c'est aussi une émotion qui est partie d'une forme. Et pour les Aurélia Steiner, c'est le rectangle blanc d'Auschwitz. Et donc pour les mains négatives, ça part aussi d'une expérience personnelle. Elle a visité donc les creux d'Altamira. Et pour l'Aurélia Steiner, c'est le rectangle blanc d'Auschwitz, qui est aussi une forme. Et donc, mais
Mais au-delà, plus loin que ces formes qui sont uniquement des formes, ce qui l'intéresse, je pense, de nous faire partager, c'est les émotions qu'elle en a perçues et toute la symbolique qu'elle a arrivé, qui s'est dégagée pour elle de cette rencontre et qu'elle voudrait nous faire partager. Donc, on va commencer par le premier extrait de Césarée. Donc, Césarée, c'est au milieu de Césarée. Oui. L'endroit s'appelle encore Césarée, Césaréa. La fin de la mer. La mer qui cogne contre les déserts. Il ne reste que l'histoire. Le tout. Rien que cette rocaille de marbre sous les pas, cette poussière et le bleu des colonnes noyées. La mer a gagné sur la terre de Césarée. Les rues de Césarée étaient étroites, obscures. Leur fraîcheur donnée sur le soleil des places. L'arrivée des navires et la poussière des troupeaux. Dans cette poussière, on voit encore, on lit encore la pensée des gens de Césarée. Le tracé des rues, des peuples de Césarée. Je dis un petit mot sur Césarée. Oui, donc Césarée, ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, on peut peut-être même se le présenter comme un ready-made parce que c'est un film qui s'intitule Césarée. On s'attend peut-être à des images de Césarée, ce port d'Israël, et en fait, on a droit au Jardin des Tuileries. Donc c'est un peu comme Marcel Duchamp avec une pelle et qui donne un autre nom. Et en fait, et puis aussi pour la remarque que fait aussi Dominique Noguès dans l'interview, il dit vous nous faites voir Paris comme on n'a pas l'habitude de le voir. Donc elle nous fait voir effectivement des formes. Et je pense qu'en fait, moi, je le ressens comme ça, la recherche de Césarée, c'est vraiment de retrouver donc, ces colonnes de marbre bleu. Donc, en fait, en montrant des formes, et donc c'est pour ça qu'on a ces statues de Mayol, ces statues l'obélisque, les échafaudages, donc on n'a pas, qui sont toutes sur le même, sans hiérarchie. On ne va pas hiérarchiser un échafaudage par rapport à une statue. Donc je pense que ce qui était important pour elle, c'est d'avoir cette matière qui rappelle le marbre de Césarée. Et d'autre part, le bleu, on l'a dans le bleu du ciel en fait. Et en fait, donc, je trouve que c'est comme ça je pense qu'elle a très bien fait cet amalgame entre la matière et la couleur. Et toute l'émotion inframince qu'elle essaye de faire retransmettre, en fait, va être par rapport au texte, dans ce cas-là, puisque c'est par rapport à l'occurrence du mot poussière. En fait, la poussière revient extrêmement souvent donc, dans le texte, et c'est cette poussière qui rapporte toute la trace métaphorique, pour reprendre l'expression de Soki, de Bérénice, en fait. Et c'est dans cet élément inframince qui est la poussière qu'on retrouve finalement tout ce qu'elle veut nous faire
transmettre de l'émotion qu'elle a passée. Et au-delà de la poussière qui arrive 4 fois, je crois, de l'occurrence de la poussière, c'est dans la poussière qu'on retrouve ce tout, il y a les cendres de Pompéi, et le tout se finit par cette conclusion que j'ai toujours trouvée étonnante, mais qui finalement paraît très... il fait à Paris un mauvais été froid de la brume. Et on finit par la brume, en fait, et la brume aussi, qui est un élément inframince, en fait, je trouve, comme conclusion, nous permet quelque part de brouiller la distinction qui est dans le film entre le marbre et la couleur qui est par le ciel, et d'en avoir quelque part cette juxtaposition pour avoir finalement peut-être cette image des colonnes de marbre bleu qui est surtout cette... Je pense que ce qu'elle essayait avant tout de retranscrire dans ses arrêts. J'avance un petit moment, peut-être pas passer on va peut-être passer Aurélia Melbourne. Voilà. Si douce que la plaie se couchait contre et à partir avec elle. Oui, vous avez tout oublié, tout. Comment faire pour que nous ayons vécu cet amour? Comment? Pour que cet amour ait été vécu. Le brouillard monte dans le jardin. Il se répand sur le fleuve. Je le vois. Le chat ne crie plus. Il est mort. Le froid, la faim. C'est curieux. C'est par ce chat maigre et fou, maintenant mort, par ce jardin immobile autour de lui, que je vous atteins. Par cette blancheur blanche, ce brouillard infini, que j'atteins votre corps. Et là, je trouve que dans Aurélia Steiner, les éléments inframinces qui essayent de faire retranscrire toute l'émotion qu'elle veut nous faire partager sont à la fois à trouver dans l'image, puisqu'on est dans de l'eau, dans quelque chose d'extrêmement moiré, et dans le crépuscule aussi, on est entre la séparation entre le jour et la nuit, et aussi dans le texte, bien sûr, puisqu'il y a l'occurrence du brouillard, le brouillard qui apparaît plusieurs fois jusqu'à la conclusion, jusqu'à cette blancheur blanche. Il faut quand même oser la blancheur blanche, où là on est dans une notion extrêmement... c'est plus blanc que blanc, hein. Donc, c'est dans une notion de nuance qui est extrêmement forte et qui renvoie bien sûr au rectangle blanc. Et il y a aussi, donc dans celui-là, Aurélia Steiner Melbourne, je trouve toute la problématique de l'apparence et de la visibilité d'Aurélia Steiner, puisqu'à un moment elle passe sous les ponts et on voit que des silhouettes, et elle dit, je crois qu'on la voit dans l'entretien avec Philippe Nogel, je crois qu'on la voit à un moment, Aurélia Steiner, elle est là sur un pont. Donc est-ce qu'il y a sa présence, pas sa présence, c'est toute la problématique et toute l'émotion qui est rendue par ces éléments inframinces. Je vais peut-être passer en dernier, puis je conclurai. Le premier de Aurélia Vancouver. Voilà. Non, parce qu'il est tellement beau.
Voilà. Là, c'est vraiment de l'arte povera. Vas-y. Cette image, c'est tellement graphique. Et ça aussi, c'est extrêmement graphique. C'est vraiment. C'est pour ça que je trouvais que ces films-là, ils ont beaucoup à voir avec les arts plastiques quand même quelque part, pas uniquement avec le cinéma. De la densité du fer. Et sans plus de force, on dirait. Entre le ciel et l'eau, il y a un large trait noir. Il couvre la totalité de l'horizon. Il est de la régularité d'une rature géante, de l'importance d'une différence infranchissable. Il pourrait faire peur. Voilà, non, je voulais montrer cet extrait parce que ce qui est étonnant aussi dans Aurélia Steiner Vancouver, c'est l'opposition entre ce trait noir qui ouvre, ça c'est le tout début de Aurélia Steiner Vancouver, donc on est aussi sur quelque chose de graphique, donc l'importance du trait noir, et qui va être en contrebalancé le rectangle, le blanc de Schwytz, qui est la conclusion en fait d'Aurélia Steiner Vancouver, et que c'est ces formes, ce trait noir et ce rectangle blanc qui en fait structure tout ce film, et sur lequel elle va rajouter aussi des éléments d'inframince, donc qui sont la mer, le ciel, et la poussière aussi. L'occurrence de la poussière sur le rectangle blanc intervient beaucoup. Donc, pour conclure, je pense que c'était intéressant d'introduire cette notion, et je pense que ça apporte quelque chose sur ces films. Ce qu'on peut dire, par exemple, pour reprendre la citation de Thierry Davila, qui disait « Duchamp a passé son séjour dans l'inframince à noter la part d'invisible qui constitue le sensible comme tel, sa texture, son goût et son grain, l'inframince devenant alors l'invisible de ce monde, logé au cœur de son apparence, sa possibilité la plus nuancée et la plus infime de manifestation. » Et je trouve que ça correspond tout à fait à la même recherche dans le cinéma de Marguerite Duras. Donc, juste des choses avant de conclure, que je ne suis pas le seul à m'être intéressé à faire un parallèle par rapport à Duras-Duchamp. Donc, il y a un compositeur contemporain américain qui s'appelle John Zorn, qui a créé une œuvre qui s'appelle Duras-Duchamp. Donc avec un premier volet sur Duras qui est inspiré de Messiaen, et un autre sur Duchamp, sachant qu'il reprend d'ailleurs dans la pochette des citations de la maladie de la mort, et il nous dit Duras-Duchamp is a tribute to two timeless figures who have forever changed our view of the world. C'est lui qui nous le présente comme ça. Et en dernière conclusion, ce que je voudrais dire, c'est pour reprendre une citation qui est dans le livre de Thierry Davila, qui est une citation de Gabriel Buffet-Picabia, qui parlait dans un texte consacré à Picabia et à Duchamp. Du reste, il semblerait que dans chaque domaine, la principale intention du XXe siècle ait été la tentative de capturer le non perceptible, ce qui justifie et illumine l'hermétisme poétique et plastique des arts qui illustrent notre époque.